Donc salut à tous, aujourd'hui je vous propose une série de vidéos sur le développement d'un contrat un petit peu plus complexe que l'autre fois. Donc un contrat qui se rapproche plus de ce qui se fait réellement sur la blockchain. Donc il s'agit d'un pierre-feuille-ciseau. Et donc dans cette vidéo en particulier, je voulais aborder certains points théoriques qui sont importants en fait parce que bon, si vous ne les maîtrisez pas, vous allez pouvoir faire un pierre-feuille-ciseau un contrat de pierre-feuille-ciseau, ça marchera, mais ça n'empêchera pas la triche. Donc un contrat de pierre-feuille-ciseau qui n'empêche pas la triche, ça sert à rien, c'est-à-dire ça exploite pas vraiment les possibilités de la blockchain, c'est pas très intéressant. Donc aujourd'hui, on va voir en fait comment éviter la triche. Donc je vous propose tout de suite de commencer. Alors, donc si on s'intéresse un petit peu au fonctionnement naïf de ce contrat-là, donc on pourrait penser, donc on a le joueur 1 et joueur 2. Donc, pour le moment, on fait assez simple. Donc le joueur 1 dit qu'il va jouer Pierre, donc il envoie, enfin, il appelle, donc là c'est le contrat, là c'est le joueur 1, donc il dit qu'il joue Pierre. En fait, on a un problème, parce que si vous vous souvenez bien, ou enfin, dans la précédente vidéo, ou si vous connaissez un petit peu la blockchain, en fait, vous savez que toutes les transactions sont publiques. Donc là, ça pose un problème, parce que le joueur 2 peut voir ce qu'a joué le joueur 1. Et du coup, il peut adapter évidemment ce qu'il va jouer à ce qu'il a vu. Et donc, du coup, il peut gagner systématiquement en fait. Et ce qui devait être un pierre-feuille-ciseau, donc un jeu a priori équitable, en fait, devient une course à celui qui joue en deuxième en fait. C'est-à-dire qu'il faut jouer en deuxième pour être sûr de gagner. Mais du coup, comment on contre ça? Je vous propose de s'intéresser un petit peu à une solution. Donc en fait, évidemment, ça se généralise à plein de choses, c'est utilisé dans plein de contrats, ça s'appelle les fonctions de hachage. Donc le hachage, il faut voir un petit peu ce que c'est, enfin, il faut comprendre un petit peu ce que c'est, il n'y a pas besoin de comprendre comment ça fonctionne, moi je ne le sais pas, mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce que ça fait. Donc une fonction de hachage, en fait, enfin une fonction de hachage, ça prend quelque chose, donc ça peut prendre un nombre, et ça renvoie un nombre extrêmement long, extrêmement complexe. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que là, à partir de ce nombre-là, on peut donc le passer dans la fonction de hachage et obtenir ce nombre-là. Mais si on a juste ce nombre-là, on ne peut pas retrouver simplement ce nombre-là. Et par simplement, j'entends que en fait, les machines actuelles ne peuvent pas retrouver ça en un temps raisonnable. Évidemment, il suffit de tester tous les trucs et ça fonctionne. Mais vous imaginez bien que s'il y a beaucoup de choses à tester, ça devient impossible de le faire en un temps raisonnable. Donc on considère que c'est pas possible de retourner en arrière comme ça. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, voilà, pourquoi ça fonctionne, c'est-à-dire que là, vous voyez que si on change un seul nombre, en fait, ça change complètement, là vous pouvez voir, ça change complètement le nombre de sorties. Du coup, en fait, on ne peut pas retrouver par tâtonnement le nombre, l'antécédent de la fonction, enfin pour utiliser un terme un peu technique, on peut pas, voilà, on peut pas retrouver le nombre qui a été passé dans la fonction de hachage. Donc, comment on va utiliser ça? Donc, je vous propose de s'intéresser un petit peu à un nouveau fonctionnement du contrat. C'est-à-dire que l'on a le joueur 1. Donc, lui, il veut toujours jouer Pierre, mais en fait, il va réfléchir lui-même à ce qu'il va jouer, et il va passer l'information Pierre dans la fonction de hachage. Donc, on peut imaginer qu'il a codé ça, donc par exemple, Pierre égale 1, feuille égale 2, ciseaux égale 3, par exemple, et il passe ça dans la fonction de hachage. Donc, et il envoie le résultat. Il n'envoie pas qu'il a joué Pierre, il envoie le résultat, donc il envoie le hash, donc on appelle ça ce qui a été passé dans la fonction d'hachage. Après, ça devient hash, donc H-A-S-H, et donc il envoie ça, et en fait, le joueur 2 va toujours voir ce qu'a joué le joueur 1, c'est-à-dire que la transaction est toujours publique, mais il pourra pas décoder. Et lui, du coup, il va jouer, et pareil, il enverra un hash, etc. Et en fait, après, le contrat euh, devra vérifier que le joueur 1 a bien joué ce qu'il a dit qu'il allait jouer, et le joueur 2 est de même. Je reviens sur le fonctionnement de ça un petit peu plus tard, mais parce que là, en fait, on a encore un problème. En fait, on a un problème, c'est-à-dire que même sans s'intéresser à ce qui se passe après, parce qu'en fait, après, le joueur 1 va envoyer en clair ce qu'il a joué, le joueur 2 va envoyer en clair ce qu'il a joué, et on va voir si ce qu'ils ont joué correspond bien au hash qu'ils ont envoyé précédemment. En fait, là, on a déjà un problème, c'est-à-dire que là, si on hash juste Pierre, en fait, le joueur 2 peut facilement retrouver, en fait, parce que s'il y a que
sachant qu'au pierre feuille ciseaux, il y a que 3 possibilités. Si voilà, s'il suffit que s'il y a 3, du coup ça fait 3 H possibles. Du coup c'est pas terrible parce qu'en fait, si le joueur 2 peut retrouver très facilement en fait. Parce que voilà, il a juste 3 H à vérifier, il regarde et du coup il peut deviner ce qu'a joué la personne. Donc pour contrer ça, en fait, il faut encore faire autre chose. Enfin, il faut continuer, on reste sur le principe des fonctions de hachage, mais on va ajouter un truc. Et là, du coup, on obtient le fonctionnement final du contrat. C'est-à-dire que le joueur 1 va réfléchir à ce qu'il va jouer et à un code, donc un code secret. Donc il réfléchit à ce qu'il va jouer et à un code secret. Donc le code, normalement peut-être plus long que ça. Là c'est juste pour que ça tienne dans les diapos, mais un code assez long, c'est-à-dire un truc qui soit pas devinable comme ça. Et en fait il va hacher les deux en même temps. Euh, donc ça passe dans la fonction de hash. Donc c'est vraiment les deux en même temps qui sont hachés, hein. C'est pas l'un puis l'autre, il hache les deux en même temps. Ce qui fait que là en fait, si vous avez suivi l'explication tout à l'heure, euh, à partir de ça en fait on peut pas retrouver ni ce qu'il a joué, ni le code, ni les deux en même temps, c'est pas possible. Voilà. Et du coup, le joueur 2 ne peut pas deviner ça. Après, donc le joueur 2 joue de même, donc il réfléchit à son propre code secret. Évidemment qu'il ne le divulgue pas, parce que s'il divulgue, en fait, euh, là, si ce code était public, lui, il pourrait voir, il pourrait tester, en fait, ce code plus pierre, ce code plus feuille, ce code plus ciseaux. Du coup, il y aurait 3 possibilités, il pourrait retrouver le hash. Enfin, il pourrait deviner quel hash correspond. Mais si ce code est secret, le hash ici, il veut rien dire pour le joueur 2. Il n'est pas exploitable. Donc du coup, le joueur 2 joue aussi. Donc il envoie aussi, ça fait une transaction. Et en fait, après, le joueur 1 envoie en clair ce qu'il a envoyé. Mais vu qu'il l'envoie après que le joueur 2 ait joué, il n'y a pas de souci, etc. Le joueur 2 envoie aussi. Et en fait, le contrat vérifie. Du coup, comment le contrat fait pour vérifier? C'est simple, hein, il est capable aussi d'exécuter une fonction de hash. Il prend ces trucs-là, il les passe dans la fonction de hash et il vérifie que là, ce truc-là passé dans la fonction de hash, ça c'est exactement ce nombre-là qui a été envoyé précédemment. Et pareil pour le joueur 2. Et donc c'est comme ça que le contrat en fait garantit l'équité entre les joueurs. C'est-à-dire que là, il y a vraiment ce que les joueurs jouent ici, en fait, c'est vraiment secret. C'est-à-dire qu'on a garanti le secret du jeu. Donc en fait, enfin, là dit comme ça, ça a l'air pas très intéressant, mais en fait c'est assez fou parce que dans une blockchain publique, dans des transactions publiques, on arrive à garantir le secret de ce qui a été joué. Donc c'est quand même assez intéressant, voilà, c'est une subtilité qui est assez importante et qui est utilisée dans plein d'autres contrats. Donc c'est surtout le point vraiment central de la vidéo. Donc du coup, bon, je vous propose un petit peu de... Donc là, on voit en fait que le contrat est quand même plus complexe que le premier contrat qu'on avait, enfin le contrat un peu naïf qu'on avait mis au début. Donc du coup, le fonctionnement, il est un peu plus complexe, parce qu'en fait, notamment, par exemple, le joueur 2 pourrait jouer avant le joueur 1 à ce moment-là, etc. Il n'y a pas de... Enfin, c'est un peu complexe, et donc du coup, pour gérer ça, je vous propose de s'intéresser à donc enfin, utiliser un pattern, enfin une façon de coder le smart contract. Donc on va s'intéresser aux états, donc on va dire que le contrat est dans tel état en fonction de ce qui s'est passé précédemment. Donc là on a un peu on a un résumé en fait des états du contrat possible. Donc au début le joueur 1 crée le contrat. Donc là on se place évidemment dans le cas où un contrat a une partie. Après on complexifiera, mais là c'est vraiment au début pour être simple, pour faire un contrat simple rapidement en quelques vidéos. Le contrat, donc le joueur 1 crée le contrat. Donc une fois qu'il a créé le contrat, à sa création, le contrat est à l'état 0. Après le joueur 2 rejoint. Donc là en fait, tant que le contrat est dans l'état 0, le contrat il s'attend juste à ce que le joueur 2 rejoint. C'est-à-dire il ne va pas accepter d'autres appels à d'autres fonctions, etc. Il va juste attendre que le joueur 2 rejoigne. Une fois que le joueur 2 a rejoint, on se place dans l'état 1. Et ici, en fait, il y a deux possibilités. Soit le joueur 1 joue en premier, soit le joueur 2 joue en premier. Donc, par jouer, j'entends envoie le H au début, hein. On se rappelle, c'est en première étape, on n'envoie pas en clair ce qu'on joue parce que sinon le joueur 2 pourrait deviner. Enfin, donc évidemment, quand le joueur 1 envoie son H, il choisit le code et il envoie son H. Mais pour le contrat, au début, là, il ne voit pas le code, le contrat, il reçoit juste le H.
Et donc du coup, en fait, si le joueur 1 envoie son H, on se place dans l'état 2, et du coup l'état 2, c'est-à-dire qu'on va attendre que le joueur 2 envoie son H. C'est-à-dire que le joueur 1 va pas jouer deux fois, etc., etc. Et ici, du coup, c'est la situation strictement symétrique. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Et après, on arrive à l'état 4. L'état 4, c'est les deux joueurs ont envoyé leur H. Et donc du coup, là, en fait, on peut recevoir en clair. Donc en fait, à l'état 4, les jeux sont faits. Et du coup, en fait, il reste plus qu'à envoyer en clair ce qui a été joué. Donc du coup, soit le joueur 1 envoie en premier en clair, soit le joueur 2 envoie en clair. Donc il envoie le code, à la fois le code et le coup joué. Euh, et donc dans les deux cas, en fait, voilà, soit le joueur 1 et puis le joueur 2, soit le joueur 2 et puis le joueur 1. Mais on arrive du coup à une étape où en fait le contrat va regarder le score. Donc du coup, en fait, là ici, il va trancher qui a gagné, ou s'il y a égalité par exemple. Et en fait, donc il va mettre à jour les scores. Et après, si, donc là par exemple dans le contrat qu'on va faire, on va mettre le nombre de parties, le score s'arrêtant à 3. Donc le gagnant et le premier arrivé à 3. Si personne n'a encore atteint 3, on revient à l'état 1. Et donc là, vous voyez que c'est intéressant d'avoir utilisé le système des états parce qu'en fait, là, en fait, on va revenir à la même situation. On n'aura pas besoin de recoder, enfin de coder 3 fois le même truc. C'est-à-dire que là, le contrat, ça va être très facile pour lui de gérer ça. Et si un des joueurs atteint le score 3, et bah, on arrive à l'état 7, la partie est terminée, on désigne le vainqueur et c'est fini. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo sur le fonctionnement théorique. Donc le point important, c'était vraiment l'histoire des haches. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo pour vraiment être clair avec ça. Parce que voilà, c'est vraiment le point important en fait. Si vous n'avez pas compris pourquoi c'est nécessaire d'en passer par là, vous irez pas très loin. Donc il faut vraiment être à l'aise avec cette idée. Et là, le fonctionnement avec les états, c'est pour voir un petit peu clair quand on code un contrat. Donc c'est un peu l'idée, hein, c'est que vous puissiez faire vos propres contrats. Et c'est important du coup d'être capable vraiment de modéliser un petit peu le fonctionnement de son contrat. Et ça fait se poser les bonnes questions. Enfin, c'est assez important. Enfin, je recommande de passer par ce genre de schéma pour faire ses contrats. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour coder le contrat. Et donc vous verrez qu'on ira beaucoup plus vite et qu'on va y voir beaucoup plus clair en fait grâce à ce système. Et vu qu'on sait où on va, en fait, on va coder beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que c'est important vraiment de se poser les questions théoriques au lieu de foncer directement dans le code. Même si ça peut être tentant, faut vraiment éviter ça. Euh, Parce que voilà, là on va aller très vite dans la deuxième vidéo et en fait on va monter assez vite un contrat qui, bah justement, je vous l'ai montré, est pas si simple que ça. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.